Troisième atelier, c'était un des ateliers les plus animés ce matin en débat, c'est l'orthodoxie en débat. Donc je vais appeler Noémie Benchimol et Jérémy Haddad peut venir aussi. Et pour tout à l'heure, préparez vos questions parce que chacun pourra y répondre dans un second temps. Bonjour à tous, Noémie Benchimol, philosophe de formation, j'enseigne à Jérusalem au Beth Midrash d'Ashma que nous avons créé. Alors on a hérité du panel le plus difficile parce que le plus flou, l'orthodoxie étant, comme vous le savez, un concept essentiellement discuté puisqu'il n'a absolument aucun contenu descriptif, mais qui vise au contraire à distinguer entre un nous et un eux. Et une des questions, la première question qui nous a été posée a été celle des risques. Les risques, comme l'enfer selon Sartre, c'est toujours les autres. Et on a vu se dégager dans notre panel deux lignes de force, disons, s'il faudrait les caractériser comme ça. L'un qui dit le risque, c'est les autres, les coups de boutoir menés de l'extérieur, et dans certaines circonstances, ça se justifie, notamment dans le cas du non-ralentisme, je ne sais pas s'il est ici, quand on doit porter face aux attaques, disons des militants véganes, la question de la circoncision, etc., nécessité d'avoir un discours rationnel, halachique, audible, et qu'on puisse défendre la vie juive en Europe. Alors à ce niveau-là, la question le risque, c'est les autres, ça se justifie. Mais il y a aussi la question le débat intra, et la limite. Est-ce qu'on laisse la place la question des cas limites, et on a eu plusieurs questions, plusieurs interventions passionnantes. Je laisse la parole à Jérémy, puis je reviens ensuite après pour une présentation plus constructive. Sur les risques, après Juste pour rappeler comment on a structuré l'atelier, donc on a posé 4 questions en amont de l'atelier et pendant l'atelier. Premier, c'est quels sont les risques aujourd'hui qui pèsent sur l'orthodoxie. Donc, Noémie en a cité un, c'est si on se retrouve avec un problème sur l'abattage rituel et que par ailleurs vous avez des mouvements non orthodoxes qui commencent à dire en fait l'abattage rituel il n'y aurait pas de problème sur l'étourdissement, pourquoi vous nous emmerdez, ou bien finalement là j'extrapole, mais enfin quoi que la circoncision j'extrapole pas du tout, pardon, parce que Bruno Fison nous a donné un exemple au Parlement européen avec des opposants à la circoncision qui ont amené au Parlement européen des libéraux américains qui était anti-circoncision. Donc vous imaginez bien que là, ça nous pose dans une situation un peu particulière. Donc ça, c'est une question. Bon, il n'y a évidemment pas que ça, on va revenir sur les risques. Après, la deuxième, c'était quel est le sens ? Parce qu'un des risques, c'était effectivement quel est le sens réellement qu'on va donner aux uns et aux autres. Et on a eu de très très belles interventions du rabbin Dweck, je ne sais pas s'il est encore là, mais qui nous a dit, moi, en tant que rabbin, les questions que j'ai, c'est pas du tout les questions que je reçois en fonction de ce pourquoi j'ai été formé. Moi, j'ai été formé pour Bassar Vechalav, pour Nida, pour Tarot, etc. Alors moi, les gens, ils me posent des questions sur c'est quoi le sens de ma vie, c'est quoi la vision de la Torah sur tel et tel sujet d'actualité, qu'est-ce que je fais avec mon couple, comment j'éduque mes enfants, etc. Voilà. Il y a cette question du sens. Il y a une troisième question, c'est le leadership. Donc une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on doit porter auprès du leadership, et le leadership dans un sens très large, c'est-à-dire les rabbins, les présidents de communauté, etc. Et puis quatrièmement, peut-être un point sur la notion de chidouche, de renouvellement, parce que le chidouche, c'est à la fois une notion très importante dans la tradition juive, et en même temps, c'est une question dont on voit bien qu'elle suscite un certain nombre de frictions et de tensions. Alors, sur les risques, il y a plusieurs risques. Un premier qui est de dire, alors ça c'est le rabbin Dweck qui disait on risque de mourir. Le judaïsme risque de mourir, pourquoi ? Parce qu'à force de ne pas être pertinent, s'il ne sait pas être pertinent par rapport aux interrogations et aux questions de la population, des fidèles, alors il risque de mourir. Alors ça a été tout de suite évidemment nuancé par un certain nombre de personnes, et notamment en province. Je pense qu'on n'a peut-être pas fait assez l'exercice, mais je pense qu'il y a une vraie distinction à faire entre les communautés de province et les communautés parisiennes, par exemple sur la question de l'accueil. Autant dans une communauté de province, je pense que l'accueil est fait, parce que quand on identifie quelqu'un d'un peu nouveau, on est capable de l'accueillir. Dans une communauté parisienne, moi, une fois, j'ai prié pendant 3 ans dans une synagogue parisienne, personne ne m'a jamais dit bonjour pendant 3 ans. C'est pas grave, bon, et moi j'ai envie de prier, donc c'est pas grave. Imaginez quelqu'un, il y va une fois juste pour voir, il y va 2 fois, il y va 3 fois, mais c'est terminé, après il y va plus. Il y a cette question-là. Il y a un risque également, il y a un risque très fort qui a été
qui a été mentionné par plusieurs personnes, qui est le risque de distinguer deux choses. L'orthodoxie, elle est forte parce qu'elle est à la fois issue d'une pensée et à la fois issue d'une praxis et d'une pratique. Parfois, elle peut être un petit peu mimétique. Et toute la force de l'orthodoxie, c'est de mêler les deux. Or, aujourd'hui, le risque, c'est que on la fonde sur du mimétisme, on met beaucoup l'accent sur la question du mimétisme, et puis on désinvestisse complètement le champ de la pensée. On va y revenir un petit peu plus tard. Et le risque, c'est d'avoir un judaïsme, et donc c'est l'aspect très emphatique de Patrick Petit-Voyon, son intervention, qui disait on a un très gros risque aujourd'hui d'avoir un judaïsme qui est un judaïsme magique, qui est un judaïsme culpabilisant, et il y a un risque fort de surenchère au sein du judaïsme orthodoxe vers ce type de judaïsme. Pour reprendre son expression, Naaseh Venishma, Naaseh, mais quand est-ce qu'on va au Nishma ? Et ça, c'est une question forte, parce que si on perd la question de la pensée, on va perdre quelque part les meilleurs d'entre nous, c'est-à-dire les fidèles qui ont envie d'un mode de vie orthodoxe, mais qui en même temps ont besoin pour se nourrir d'un haut niveau intellectuel, spirituel, de penser autour du judaïsme. Ce qui nous mène à notre deuxième point, puisqu'ayant une commission un peu, dont les contours sont un peu vagues, voire polémiques, eh bien nous avons empiété sans vergogne sur les autres commissions en travaillant des questions un peu transversales, comme la question de la formation des rabbins, et c'est très intéressant d'ailleurs forcément. Donc on a eu la question de la pastorale, la question de la formation à la pastorale, à savoir déléguer, savoir faire appel à des professionnels. Ça rejoint ce que disait Dov tout à l'heure, et ce que disait aussi Philippe sur la professionnalisation, accompagner des rabbins. On a évoqué aussi la question très très importante de la publication de documents de travail, de sites internet, l'aide à la publication scientifique sur les sujets juifs qui a été complètement désertée. Malheureusement, on a à l'étranger des sites fantastiques de yeshivot avec des ressources fantastiques, des livres. Aujourd'hui, les gens qui veulent traduire ça en français ou en écrire d'autres se retrouvent souvent bien seuls à devoir un peu travailler tout seul sans forcément être suivis. Une petite précision là-dessus. Il y a une évolution historique très forte, c'est-à-dire que les institutions juives communautaires, elles ont été à un moment donné en pointe sur la publication de références. Ça a été le cas du FSJ à une époque, ça a été le cas du consistoire peut-être, ça a été le cas de l'Alliance même. Aujourd'hui, ces grandes institutions ont complètement déserté les publications qui infusent de nouvelles idées, on va dire, en matière de pensée. Aujourd'hui, les gens qui veulent faire ça, ils le font de façon complètement autonome. Par exemple, donc je donne quelques exemples, tout l'enseignement du Rav Forman, qui est un Rav américain extraordinaire, qui apporte une forte innovation dans la méthode d'étude du Tanakh. Tout ce qui est fait aujourd'hui, que ce soit sur Internet, que ce soit sur les livres qui sont publiés, etc., sont le fait d'un gars qui s'appelle Natir Yarki avec sa femme Italar et avec ses petits copains. Ils sont tout seuls, complètement autonomes, en dehors de toute institution. En dehors. Le livre du Rav Sachs, d'accord, qui a écrit des dizaines de livres aujourd'hui, qui est reconnu comme étant une grande voix du judaïsme orthodoxe. Il n'y a qu'un seul livre aujourd'hui qui a été traduit, et la demande de subvention qui a été faite auprès de la FMS a été refusée. Bon, très bien. Le consistoire ne publie plus rien, le FSJU ne publie plus rien, l'Alliance a arrêté de publier les cahiers du judaïsme. Ça a été complètement déserté. Donc quand les grandes institutions désertent la dimension de pensée, c'est compliqué après de dire il faut effectivement apporter un judaïsme ouvert, etc., qui apporte... Ça rejoint la question de la communication qui a été posée, c'est que c'était beaucoup... Oui, on fait beaucoup de choses, mais on ne sait pas communiquer simplement sur la forme, mais pour pouvoir communiquer sur la forme, il faut aussi avoir du fond. Et le fond, il se crée dans ces endroits-là, dans ces laboratoires, au séminaire rabbinique, qui on l'espère va redevenir un phare pour le judaïsme français et le judaïsme européen, comme il a pu l'être en son temps. On a aussi discuté de la question du pouvoir, parce qu'on parlait de la pastorale, le rabbin Bouek nous disait, moi les questions que j'ai, c'est les questions du sens de la vie, ce que je dois faire dans ma vie. Et bien parfois, quand on a ce genre de questions et qu'on a une position de pouvoir, et bien la bonne position, c'est pas de garder cette verticalité, mais c'est de donner des outils, qu'on appelle en anglais d'empowerment, pour pouvoir permettre aux gens d'être autonomes dans leur vie, d'être autonomes dans les textes, d'être autonomes dans la halakha, sans évidemment se passer de la parole rabbinique, de la parole halachique, au contraire, mais de faire école, d'être fertile, si vous voulez. C'est un peu comme Rabbi Ben Arach dans le Talmud, dont on dit qu'il était le meilleur élève de Rabbi Yochanan Ben Zakkai, mais finalement qu'il a fini sans élève, parce que
c'était le sage tout seul, vous voyez. Donc l'idée d'être fertile, l'idée de faire école. On a des individualités en France qui font école, chacun de leur côté, et qui ont voilà, des élèves qui deviennent X ou Y. Et donc voilà, cette idée de l'empowerment, je pense que c'est assez importante, l'idée de remettre l'autonomie au centre de la vie des gens. Dans le cas des femmes, pour les questions de l'IDA, de remettre l'autonomie, des formations sur cette question-là. Travailler pour les femmes, par les femmes, ça existe. Il y a des formations, on en a une en France, Nathalie Lovenberg, elle est pour l'instant bien seule. La question du leadership féminin a été évoquée par Nissim Sultan tout à l'heure. L'épouse du rabbin, parce que là on a parlé du leadership féminin, c'est aussi l'épouse du rabbin, qui a un rôle de facto qui n'est pas forcément encadré, elle n'est pas forcément formée. Voilà, c'est souvent un couple. En fait, ce qui se passe, c'est qu'ils gèrent à deux la communauté, sans forcément, voilà, elle supporte beaucoup de coups, sans forcément avoir les moyens de mettre en œuvre ses idées, voilà, donc encadrer un peu tout ça. Et ensuite, le leadership des femmes, qui ne sont les épouses de personnes de connues, ou pas d'un rabbin, comme c'est mon cas, je suis l'épouse d'un économiste, et donc je ne suis pas rabbine non plus. Bitia ici est rabbin, mais enfin une parole, ça a été beaucoup dit, l'idée du grassroots, ce qui se fait à partir de la réalité, en fait, tout simplement l'idée de dynamisme. Et je crois que c'est Hervé, tout à l'heure, en atelier, qui mentionnait la belle métamorphose, enfin la belle métaphore de la métamorphose. Quand on parlait du riz-douche, on disait, bon, c'est innovation, alors innovation, c'est pas bien, on a peur. On a les coups de boutoir des deux côtés pour conserver, évidemment, ce qui a fait la centralité de notre judaïsme, la halakha, voilà, cette centralité-là. Mais en même temps, l'idée de métamorphose, c'est qu'on continue de faire du neuf avec du vieux, on continue de se réinscrire. L'idée, c'est pas d'innover, c'est de se réinscrire, toujours de se réinscrire. Et je pense que c'est comme ça qu'on portera une parole orthodoxe, à la fois dans l'espace public, dans la police, et à la fois de façon intracommunautaire, et notamment dans le dialogue intra-religieux que certains vont, je pense, mentionner. Alors on a effectivement empiété sur la question des rabbins. Il y a effectivement toute cette question de la pastorale, c'est-à-dire d'être capable de véritablement être formé pour ces questions de management d'une communauté, de savoir réagir à ce type de problématique. Mais il y a aussi plusieurs autres items dans cette question de formation des rabbins. Un, c'est la question de l'écosystème. C'est-à-dire ne pas croire qu'on est capable de répondre à toutes les questions tout seul. Il y a des questions qui doivent à un moment donné faire référence à des psychologues, il y a des questions qui doivent faire référence, je ne sais pas moi, à des éducateurs, et il faut que le rabbin, ou même l'institution, puisse créer des écosystèmes de personnes qualifiées vers lesquelles on puisse apporter de vraies réponses, et qu'il y ait une sorte de masse de personnes qui soient capables de donner des réponses, animées par le rabbin, coordonnées par le rabbin, qui lui ensuite va aller orienter vers les uns et vers les autres. Cette notion d'écosystème, elle est très forte, parce qu'aujourd'hui, le rabbin est parfois très seul. Puis il y a un autre élément, c'est que il y a une question de culture. Une question de culture et de mindset, il y a un lien avec le chidouche, c'est comment est-ce que l'institution est capable d'accueillir ce qui vient de l'extérieur. Parce qu'on a dit, c'est que, et on l'a dit déjà dans les ateliers précédents, c'est qu'on voit émerger beaucoup d'initiatives bottom-up, soit qui proviennent d'individus, alors soit qui sont impulsés aussi par les communautés, mais qui se font hors synagogue, qui se font dans les endroits privés, chez les uns, chez les autres, etc. Comment est-ce que ces initiatives-là, privées, bottom-up, individuelles, comment elles s'articulent avec l'institution, la synagogue, etc. Donc on a eu un exemple, par exemple, de jeunes qui voulaient organiser des offices de jeunes spécifiques, avec leur propre mécanique, évidemment respectueuse de la halakha. Et aujourd'hui, le constat, c'est qu'ils ne trouvent pas de communautés qui sont en mesure de les accueillir, en respectant l'ensemble de leur cahier des charges. Ça ne marche pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas cette capacité à accueillir au sein de la communauté des initiatives extérieures, qui peuvent évidemment changer un petit peu avec l'habitude, avec la tradition de ce qui se fait traditionnellement, mais malheureusement, aujourd'hui, il y a de moins en moins. Et c'est une question de mindset. Et à donner les outils, parce que l'institution a l'avantage de l'existant, ce qui est l'avantage toujours sur ce qui n'est pas encore, ou ce qui est en train d'advenir. Alors l'institution ayant cet avantage-là, d'exister, d'avoir des structures, des moyens, et voilà, alors quand il y a des nouvelles initiatives, souvent on cherche qui va être avec qui on peut être en dialogue, qui c'est qui peut nous entendre, nous fournir éventuellement de l'aide, sans forcément tout avaliser et dire oui, il y a tout, mais enfin, qui peut être notre interlocuteur, et souvent on n'en trouve pas, et je pense que ça a trait à ce qu'on parlait d'offres tout à l'heure, à savoir l'angoisse.
l'angoisse fondamentale d'être dépassé par sa gauche, d'être dépassé par sa droite et de garder sa colonne vertébrale. Voilà. Il y a un dernier point, pour ma part. Il y a eu à un moment donné un petit débat au sein de la commission sur la question effectivement du judaïsme intelligent, éclairé, enfin ce que vous voulez. Et la question c'est est-ce que ce judaïsme-là il est pérenne ? Parce qu'il y a eu dans l'histoire effectivement des judaïsmes qui ont voulu faire des choses extrêmement éclairées, très intéressantes d'un point de vue académique, mais qui n'ont pas été pérennes, qui ont disparu. Et statistiquement, Dov Maimon nous a rappelé le fait qu'aujourd'hui, ce qui assure la pérennité du judaïsme d'un point de vue statistique, c'est la pratique, orthodoxe ou ultra-orthodoxe. Et donc, la vraie question, c'est d'arriver à articuler les deux. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se focaliser sur cette question de l'émergence d'un judaïsme beaucoup plus éclairé et intelligent sans, évidemment, à côté de ça, tenir la question de la pratique, parce qu'on sait que c'est celle-là, celle qui influe sur l'ensemble de la vie quotidienne, de garantir une forme de pérennité. Et en même temps, on ne peut pas non plus simplement se rassurer sur le fait qu'il y a beaucoup de gens qui pratiquent, tout en n'essayant pas de relever un petit peu le niveau, parce qu'on sait bien que ce judaïsme-là, il risque de ne pas être pérenne non plus. Parce que je vous rappelle quand même que les juifs des yeshivot, et ça c'est mon Rav qui m'a raconté, qui lui-même le tient de son Rav, c'est qu'en 1917, les gars dans les yeshivot qui voyaient arriver Rosa Luxembourg, ils quittaient les yeshivot par centaines et par milliers. Pourquoi ? Parce qu'il y avait une idéologie beaucoup plus séduisante que simplement celle qui était proposée par les yeshivot. Et donc, il faut aussi se rendre compte qu'historiquement parlant, ne pas apporter une forme de richesse intellectuelle au judaïsme, c'est aussi un risque majeur, y compris pour les judaïsmes qui se raccrochent à la praxis. Il faut tenir ces deux sujets ensemble. C'est difficile, mais en tout cas, il faut arriver à le tenir. Voilà, et 2 minutes, très bien. Donc déjà, nous sommes un atelier en avance. Je vais profiter quand même des 2 minutes, parce qu'il y a encore une dernière idée sur la question du chidouche. La question du chidouche, donc Nissim Sultan disait qu'il fallait réussir à articuler la question du chidouche et de la continuité, c'est-à-dire qu'un chidouche, c'est jamais une rupture, un chidouche, c'est toujours un renouvellement, mais qui se prend assis sur une tradition existante. Mais c'est surtout quelqu'un, je ne sais plus qui a dit ça, c'est le fait d'écouter ceux qui interrogent. Le chidouche, il vient parce qu'il y a de nouvelles personnes qui interrogent et qui posent de nouvelles questions, et c'est ces nouvelles questions qui interviennent dans le champ de l'étude de la synagogue qui font qu'on est obligé de se poser de nouvelles questions et donc qui provoquent le chidouche. Et ça revient à quelqu'un qui disait qu'une des grandes qualités que devait avoir le leadership, que ce soit les rabbins ou les autres, c'était la question de l'humilité. Et cette humilité, c'est de dire je ne sais pas tout, et je dois avoir cette capacité à écouter, à intégrer de nouvelles questions pour pouvoir donner de nouvelles réponses. Et comme on est à Bordeaux, et qu'avec un abandonné, je prends encore 2 minutes pour une touche plus personnelle, pour une petite blague, sur l'importance de la mélodie avec laquelle on joue sa partition. Donc pas forcément des notes avec lesquelles on les joue, mais de la mélodie. Alors il y a une histoire comme ça, c'est un chazan dans une synagogue qui, à Shabbat, se lève et dit « Le rabbin est un voleur ». Telle synagogue. Le rabbin l'emmène au Beth Din et dit « Il m'a insulté, il doit payer, il doit s'excuser, etc. » Le rabbin dit « Effectivement, tu dois t'excuser, tu dois payer. » Et semaine prochaine, synagogue, tu dis que le rabbin n'est pas un voleur. Semaine prochaine, à la synagogue, le chazan monte à la théba, tape et dit « Et quoi, le rabbin n'est pas un voleur ?» Le rabbin l'emmène au Beth Din à nouveau et il lui dit « Mais qu'est-ce que tu as dit ?» Il lui dit « J'ai dit qu'il n'était pas un voleur. » Et il lui dit « Oui, mais avec quelle mélodie tu l'as joué ?»